midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. Je crois que l'amour qu'on a en soi, on peut le donner à tout le monde. She was the most beautiful, the most famous, the most desired. She loved partying, singing and dancing. Je ne sais pas comment va être la vie dans quelques dizaines d'années, mais elle sera sûrement absolument épouvantable. Saint Brigitte, mother of animals. Je suis l'avocat des bêtes, des animaux. Ma vie, maintenant, elle appartient au sauvetage d'animaux. Elle m'appartient plus. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio en ce mercredi 7 janvier 2026. La France est triste parce que Brigitte est partie, mais on est dans la neige, donc le paysage est tout blanc. C'est un deuil blanc aujourd'hui. Ah oui, je me demandais où était le rapport. Mais oui, Maud Koffler est venu en traîneau ou en luge, je ne sais pas comment vous avez fait. En luge. Julien Delmas s'est-il accouché là pour ne pas avoir à prendre le risque de rentrer chez lui, et Olivier Galasso, bien entendu, est au poste Emmanuel, pour... Emmanuel. Non mais hier c'était Aude, aujourd'hui c'est Emmanuel Galasso. J'ai un problème avec les prénoms, c'est la neige qui me perturbe. Emmanuel Galasso est à l'écoute pour recevoir vos appels au 0826 300 300. Vous nous appellerez parce que l'actualité est chargée aujourd'hui, elle est belle, elle est fournie. Vous disiez qu'on enterre Brigitte Bardot qui échappe à des obsèques nationales. Qu'est-ce que la France lui doit, mythe ou réalité? On en discutera avec notre érudit du musical, l'immense et génial Jacques Pessis, qui nous expliquera, et il l'a connu personnellement, il nous parlera de cette égérie du spectacle, du cinéma français. Mais qu'est-ce qu'on en a, passez-moi l'expression, bon, je vais dire, qu'est-ce qu'on en a à faire du Groenland? La folie trumpienne nous déstabilise-t-elle à ce point? Quelle marge de manœuvre dispose la France et l'Europe pour répondre à cette menace américaine? Nous en discuterons avec Olivier Chantriot, qui est docteur en histoire et politologue par la même occasion. Gaël Perdriau va finalement aller en prison, exécution provisoire, comme le président Sarkozy, un ancien maire de Saint-Étienne qui avait été condamné pour une histoire de sextape. Après les révélations à Crans-Montana sur les mauvaises conditions de sécurité, sur les failles, sur les carences de la discothèque, du bar Constellation, les deux propriétaires risqueraient d'aller en prison. En tout cas, c'est ce que l'avocat des familles a demandé. 50 ostréiculteurs de l'étang de Thau, à côté de Sète, dans le Midi, furieux que le Midi Libre ait donné des informations sur une contamination au norovirus, ont attaqué le siège du Midi Libre avec d'une façon assez violente. Évidemment, le directeur de la rédaction, Olivier Marino, dénonce cette pratique. Effectivement, c'est un problème si on ne peut plus donner d'informations. On adore les ostréiculteurs, mais ça poserait un problème. Agression en répétition dans les transports en commun malgré une baisse, on en parlera aussi. Maud Koffler nous parlera de ces plaques commémoratives parisiennes vont être bientôt écrites en écriture inclusive. C'est extraordinaire. Et puis la neige rend les gens violents. Et on envoie des boules de neige et ça finit en coup de couteau, c'est ça. Oui. Voilà. Et voilà pour le menu du jour. Je finis de 13 à 14h avec Rodolphe Carte qui va venir nous parler. Il a fait un très très beau bouquin sur Jean-Luc Mélenchon, le bruit et la fureur, portrait d'un révolutionnaire. On discutera avec ce journaliste, cet expert. Voilà. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est-il le dernier grand tribun de la République après la mort de Jean-Marie Le Pen, ou est-il le grand méchant loup que beaucoup redoutent? Voilà le programme d'aujourd'hui. Sud Radio, la France dans tous ses états. L'humeur de Perico. Mais là, nous recevons Christine Bouillot qui est en direct sur le terrain, dans la neige, en Haute-Garonne, au contact des agriculteurs qui sont en colère, qui essaient de monter sur Paris. Nous recevions hier le président de la coordination rurale qui montrait sa détermination. Christine Bouillot, ils sont déterminés, ils sont mobilisés, les agriculteurs du Sud-Ouest? Alors, ils sont déterminés. Alors, ils ne sont pas sous la neige, mais dans le froid, un froid de moins 7 degrés depuis ce matin. Ces agriculteurs qui avaient décidé, alors c'était les 4 syndicats agricoles de la région, 4 syndicats représentatifs, FDSEA, les jeunes agriculteurs, la coordination rurale et la confédération paysanne. L'objectif était de rejoindre et de bloquer, en tous les cas, d'empêcher les Toulousains de circuler à peu près normalement aujourd'hui. Ils partaient de tous les départements, du Gers, de l'Ariège, du Tarn-et-Garonne,
et certains du Tarn aussi. Et puis les agriculteurs de Haute-Garonne se sont donc retrouvés là où je suis depuis ce matin, sur l'autoroute A68, où ils ont mené une opération escargot. Ils étaient à seulement 500 mètres du péage quand les forces de l'ordre ont coupé l'autoroute, et provoquant ainsi un énorme bouchon qui est en train de se résorber, puisque les automobilistes sont évacués par l'arrière. Ils font demi-tour sous escorte policière. Alors pourquoi cette revendication, en tous les cas cette grande journée de mobilisation autour de Toulouse? Eh bien, c'est toujours cette exaspération de ce monde agricole ici en Occitanie. C'est le territoire où le revenu agricole est le plus faible de France, et c'est la gestion de cette crise de la dermatose qui ne passe toujours pas. Je rappelle, il y a eu encore des abattages de troupeaux en début de semaine en Ariège, alors que la campagne de vaccination va toucher à sa fin. Donc incompréhension dans la gestion de cette crise bovine, incompréhension aussi sur le prochain accord du Mercosur qui devrait être signé certainement la semaine prochaine, puisque désormais la France est isolée. Et puis les négociations autour de la PAC qui commence, la nouvelle PAC politique agricole commune. Donc tous ces sujets-là les inquiètent. Ils ont effectivement décidé de mener une opération conjointe pour rejoindre le périphérique toulousain. C'est la rocade toulousaine. Christine Bouillot, est-ce qu'ils semblent mobilisés? Est-ce qu'ils sont nombreux déjà au niveau... Oui, ils sont nombreux. Ils sont venus, certains ont roulé toute la nuit pour pouvoir rejoindre. Alors je précise que s'il y a aussi cette tension, c'est parce que les préfets de tous les départements concernés avaient pris des arrêtés d'interdiction de circulation pour les engins agricoles. L'objectif, c'était de les empêcher d'approcher de la... C'est pas les agriculteurs qui bloquent les routes, c'est les policiers qui ferment l'autoroute. On est dans l'effet inverse. On est dans l'effet inverse. Et notons qu'il y a eu une vingtaine d'interpellations pour des agriculteurs qui étaient en train de manifester sur la rocade toulousaine sur un point. 20 ont été interpellés pour sans doute un placement en garde à vue. Alors, Christine, les forces de l'ordre ont l'air crispées, tendues, ou non? On sent qu'il y a des consignes du gouvernement qui sont assez fermes. Alors, on sent surtout qu'il y a un message de fermeté qui est envoyé auprès du monde agricole, c'est que désormais, force est à la loi, et que pas question de laisser continuer ce mouvement agricole, puisque pour l'instant, toutes les réunions, toutes les discussions, toutes les négociations qui ont été menées à la fois par la ministre de l'Agriculture puis par le Premier ministre ou dans les préfectures, eh bien, n'ont pas satisfait du tout dans les revendications des agriculteurs. Donc, comment calmer cette colère agricole et éviter que tout ça ne coagule avec d'autres grogne sociale qui pourrait être larvée? Eh bien, ça a été de dire on interdit la circulation de ces tracteurs et de ces agriculteurs. Donc le froid ne proche pas à l'apaisement. Ils sont déterminés, ils sont mobilisés. Les forces de l'ordre sont décidées à les empêcher en fait, c'est d'arriver à Paris, ce qu'on veut leur empêcher de faire. Tout reste à savoir maintenant si la mobilisation... Vous signalez quand même que là, les syndicats marchent ensemble et qu'il y a une volonté commune d'aboutir, parce que l'exaspération est profonde et totale. Oui, ce qui est assez étonnant dans ce mouvement agricole, c'est qu'effectivement, ici en Occitanie, les 4 fédérations, les 4 syndicats, les principaux, sont effectivement mobilisés ensemble, ont les mêmes revendications. Donc, ce qui prouve bien qu'on est au-delà d'une simple revendication sectorielle ou d'une profession ou d'un secteur agricole. C'est véritablement l'ensemble de la profession qui aujourd'hui, ici en Occitanie, Christine Bouillot, a décidé de se faire entendre. on reste à l'écoute, vous intervenez quand vous voulez, s'il y a de l'évolution dans la situation, et bien entendu, Sud Radio est toujours là sur le terrain pour suivre cette colère et cette détresse, ce désastre des agriculteurs français. À très vite. Allez, vous restez bien avec nous. On revient ensemble dans un court instant sur les obsèques de Brigitte Bardot qui sont en cours. On en parlera avec Jacques Pessis dans un tout petit instant. N'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. Vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Ça se passe en ce moment. Il n'y aura donc pas de cérémonie officielle ni d'hommage national pour les obsèques de Brigitte Bardot. Confinée depuis la dissolution à un rôle d'observateur de la vie politique française du fait de l'article 20 de la Constitution, qui stipule que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, Emmanuel Macron tente par tous les moyens d'exercer sa présidence. À défaut de sommet, il aime bien célébrer les enfers.
Nous retiendrons de cet homme une exceptionnelle propension à enterrer les grands de ce monde ou les héros du pays, avec une faconde et un style digne des plus grandes heures de la comédie française. Et si, parmi d'autres exercices du genre où son élocution, sa prose, sa pose, confirme un talent théâtral magnifié par la fonction, il a pu saluer le départ de Johnny lors d'un cérémonial porté par la clameur et la ferveur populaire, il ne pourra renouveler l'exercice pour Bébé. Excentrique dans ses comportements et marginale dans son art, l'actrice au charme ravageur aura donc fait de la résistance jusqu'à son dernier souffle et pratiqué un anticonformisme parfois raillé, parfois sublimé, au-delà de sa destinée. Elle avait fait des choix et les assumait avec insolence. Sans doute déçue par les travers d'un genre humain qu'elle n'avait que trop expérimenté, Brigitte Bardot avait préféré se réfugier au secret d'une pidaine azuréenne, dans les coups de gueule de la cause animale. Sans obligation aucune d'avoir été fasciné par une actrice dont le talent fut parfois contesté, nous reconnaissons au moins au personnage de correspondre au profil si cher à l'actuel président de la République, de la Gauloise réfractaire. Bardot était en ce sens profondément française, jusqu'à ses choix politiques qui, bien avant que le Rassemblement national ne devienne la première force politique de ce pays, signalait déjà chez cette femme une prise de conscience des malaises, des anomalies et des souffrances que cette nation n'était, à ses yeux et à son cœur, pas censée subir, et en tout cas pas de cette façon, jusqu'au buste de Marianne, qui lui donna un temps le visage de la France. Elle dénotait une fois de plus une différence majeure avec l'immense majorité de la gente cinématographique et musicale, si prompte à se précipiter, souvent à la façon d'un suppositoire et encore pour enfants, dans les affres de la bien-pensance la plus convenue. Emmanuel et Brigitte resteront donc cette fois à l'Élysée, alors que notre Brigitte ira rejoindre, pour l'éternité, entourée par la faune céleste des créatures qu'elle a tant aimées et protégées, dont quelques anges qui firent que Dieu aima la femme, le paradis perdu des plages abandonnées. Bonjour Jacques Pessis. Bonjour Perico. Merci d'être avec nous. Je pense que vous avez du chagrin, vous aussi, parce que vous avez connu Brigitte Bardot. Oui, je l'ai connue. Et moi, je voudrais, en ce jour de tristesse, justement, parler de l'autre Brigitte Bardot. Car chaque fois que j'ai parlé avec elle, ce qui m'a frappé, c'est son humour. Elle avait un sens de la dérision. Et je trouve qu'aujourd'hui, il faut se souvenir d'elle et qu'elle aurait été heureuse qu'on parle d'elle avec humour, puisqu'elle aimait aussi l'amour et ça rimait avec humour. Et j'en veux pour preuve le jour où elle m'a rappelé après une émission de télévision où j'avais évoqué ses chansons. Elle disait c'est le plus beau moment de ma vie. Vous savez, elle a fait gratuitement pour faire des cadeaux de Noël aux téléspectateurs, en un temps où la télévision avait de l'argent pour offrir des cadeaux aux téléspectateurs, 2 shows de chansons qui sont mythiques, avec des chansons qui sont restées. Ça, c'était le plus beau souvenir de sa carrière. J'allais vous poser la question, Jacques. C'est une grande actrice, c'est une chanteuse. En votre âme et conscience, son talent sublime s'exerçait plutôt dans le cinéma ou dans sa façon de chanter? Dans les deux, et j'en ajouterai un, qui est la littérature. Car on ne sait pas assez, mais Brigitte Bardot avait une culture immense. Elle a lu tous les classiques et son livre, ces 2 tomes qui ont fait le tour du monde, elle les a écrits elle-même à la main en passant des heures et des semaines à retrouver tous ses souvenirs. Et elle a livré ses souvenirs à l'éditeur écrits à la main. Et elle adorait la littérature à tel point qu'il y a une chose qu'on sait peu, elle adorait Belle du Seigneur. Et elle a failli revenir au cinéma dans Belle du Seigneur d'Albert Cohen, qu'elle bien rêvait sûr. de jouer. Et malheureusement, la production n'a pas suivi, ça n'a pas pu se faire. Donc Jacques, une artiste complète, voilà, et avec du génie et du talent, même si elle a pu être décriée. Vous avez des critiques qui disaient c'est pas une bonne actrice, elle joue mal, c'est surjoué. Ça reste quand même un phénomène exceptionnel. De toute façon, elle s'en foutait. Elle a toujours dit « Je ne lirai plus jamais une critique qui me concerne, ça ne m'intéresse pas ». Elle a fait son chemin en toute liberté. Et cette liberté dont vous parlez, dont on parle, elle était réelle chez elle. Et je pense que c'est un exemple à suivre. Alors, artiste complète, bien entendu, touchant à toutes les disciplines, un talent fou. Et pourtant, elle ne se contente pas de ça. Non seulement elle s'isole, elle sort du monde du spectacle, elle sort des feux de la rampe, se réfugie au secret à Saint-Tropez sur le bord de la plage, mais elle s'engage d'une façon véhémente, passionnée, avec une ferveur incroyable, notamment dans la cause animale. On écoute un son, Jacques. Je crois que l'amour qu'on a en soi, on peut le donner à tout le monde. Et simplement, beaucoup de gens s'occupent du problème des femmes,
des enfants, des vieillards, mais personne ne s'occupe du sort incroyablement inhumain qu'on fait parfois subir aux animaux. J'ai décidé de mener une campagne pour que la souffrance animale soit amoindrie, parce que c'est pas croyable ce qu'on leur fait voir. Vous vous souvenez, ça avait presque fait scandale. Aujourd'hui, la cause animale est une cause politique avec un parti politique. Elle était, en ce sens, c'est une précurseuse de ce... Complètement. En fait, son histoire avec les animaux pourrait être un film, car le scénario est incroyable. Donc, au début, elle veut sauver les animaux, elle n'a pas d'argent, donc elle ouvre une petite boutique à Saint-Tropez pour vendre des vêtements et recueillir un peu d'argent. Après, elle veut faire une fondation. Elle n'y connaît rien. On lui explique qu'une fondation, c'est beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre en vente à Paris, à la Maison de la Chimie, le 17 juin 87, aux enchères, tous ses souvenirs de sa carrière, ses objets, ses bijoux. Elle va recueillir 3 millions de francs qui vont lui permettre de créer cette fondation qui existe aujourd'hui et qui est pérenne. Et qui va lui survivre, évidemment. Et qui va lui survivre, parce qu'elle est jusqu'à la fin de sa vie, elle s'occupait chaque jour de cette fondation. Il y avait des équipes, mais elle supervisait tout. Et cette fondation, ça a été un tel événement que le jour où il y a eu cette vente aux enchères, il y avait 14 chaînes de télévision du monde entier. Pour qui on peut faire ça aujourd'hui? Expliquez-moi. Et en plus, son association a porté du fruit. Il y a eu Bougain-Dubourg qui s'est évidemment beaucoup mobilisé. Et il y a aujourd'hui une prise de conscience réelle sur la cause animale dont elle est à l'initiative. Il faut dire ce qui est aujourd'hui. Elle a été... Complètement, elle s'est battue pour ça. Elle était déçue. Elle me disait il y a un an, quand je l'ai interviewée, ma vie n'a servi à rien parce que j'ai pas abouti à ce que je veux faire. Mais je pense que petit à petit, les cailloux qu'elle a semés vont finir par devenir des gros cailloux et des pierres. Comme tous les grands idéalistes, elle était toujours insatisfaite de sa mission. On va l'écouter parce que c'est pas seulement une femme engagée dans la cause animale, c'est une humaniste, elle est aussi soucieuse des questions sociales. On écoute son témoignage. Est-ce qu'il y a une cause prioritaire, ou pour les femmes ou pour les hommes d'aujourd'hui? Je crois que si les hommes ne font pas attention, enfin quand je dis les hommes, c'est l'humanité tout entière, les hommes et les femmes, il va se passer des choses terribles, parce que je crois que je pense à la pollution, je pense à des tas de choses qui font que je ne sais pas comment va être la vie dans quelques dizaines d'années, mais elle sera sûrement absolument épouvantable. Là aussi visionnaire, l'environnement, c'est pas une féministe. Bon, on sait qu'elle a défendu la cause de la femme, et Dieu créa la femme est bien un symbole dans sa vie cinématographique. Là, elle est sur une inquiétude, un peu comme l'avait eu Haroun Tazieff ou Alain Bombard. Elle pense que la planète est en danger à cause de la folie des hommes, et c'est un combat qu'elle va faire sien également. Oui, et avec des espoirs. L'an dernier, pour ses 90 ans, je l'ai interviewée, et elle m'a dit « J'ai eu la chance de vivre les 30 Glorieuses, je ne comprends pas comment tout cet acquis magnifique s'est ainsi dégradé, je suis très inquiète pour l'avenir. » Elle était visionnaire, et elle est inquiète pour notre avenir, comme nous le sommes aujourd'hui. Son engagement politique était une forme de colère. Bon, à l'époque, en plus, elle a un lien avec son mari, était proche du Front National de Jean-Marie Le Pen. C'est un coup de gueule, c'est un coup de colère, c'est pas un truc idéologique. Bien sûr que non, c'est vraiment un coup de gueule, c'est son caractère. Elle a besoin de parler de tout, et elle parle de tout avec franchise, peu importe la couleur politique. Ce qui l'intéresse, c'est l'homme, la femme et la vie, et les animaux. Une vraie insoumise, on pourrait dire aujourd'hui, mais au sens noble du terme. Maud. Oui, Jacques Pessis, je dois vous poser cette question. Est-ce que c'est un hasard, selon vous, si Brigitte Bardot est enterrée le jour de l'anniversaire de la mort de Jean-Marie Le Pen ? C'est le destin, c'est rien d'autre. Je vois pas le rapport. Alors qu'elle est au soleil, elle adorait le soleil puisqu'elle avait acheté de la madrague. Elle est enterrée un jour de neige. C'est ce qu'il faut retenir. La madrague, elle en sortait pas. On dit elle est à Saint-Tropez. Elle ne profitait pas du tout de la vie tropézienne qu'elle avait vécue intensément. Ça, c'est clair. Vous l'avez vu à 90. Vous l'avez vu, vous, à 90 ans. Est-ce qu'elle avait gardé, j'allais dire, de la fraîcheur et de la ferveur quand elle parlait à quelqu'un comme vous? D'abord, elle écrivait beaucoup. Jusqu'à la fin de sa vie, elle a écrit, et écrit avec humour. Tous les jours, elle a écrit, et elle restait à la madrague. Elle n'allait plus à Saint-Tropez parce que le monde avait changé. Mais jusqu'au bout, elle est restée fidèle à ses idées et à son personnage. Elle est tombée malade, mais pour ne rien vous cacher, l'an dernier, j'avais failli la recevoir au micro de Sud Radio pour les Clés d'une vie. Malheureusement, elle est tombée malade, mais elle était d'accord pour raconter son parcours, notamment avec la cause animale. Jacques Pessis, qu'est-ce qu'il faut garder d'elle? On garde tout, bien entendu, les souvenirs. Est-ce qu'il y a un symbole fort, quelque chose, un geste, un acte, un morceau de film ou une parole de chanson que nous devons garder au fond du cœur pour qu'elle continue à vivre?
D'abord, il y a toutes les chansons qu'elle a faites, comme La Madrague. Il y a ces films. Et Dieu créa la femme, Dieu a créé Bardot et on doit l'en remercier. Et puis, on doit conserver de cette femme l'image d'une star comme il n'en aura sans doute plus jamais. Quand on voit les images de tout ce qu'elle de l'accueil qu'elle reçoit au Festival de Cannes, alors qu'elle déteste ça, qu'elle a peur des paparazzis, je pense que c'est unique en son genre et que toutes les stars d'aujourd'hui réunies n'arrivent pas à la cheville de Brigitte Bardot. Et Dieu a créé Bardot, on se souviendra de cette phrase, Jacques Pessy. Merci d'avoir été là et on dit adieu Brigitte parce qu'on vous aime. Les temps changent et on va en parler à travers quelques perles, une sélection de perles qui attendent vos réactions aussi au 0826 300 300. N'hésitez pas à réagir sur Sud Radio. Vous avez la parole, à tout de suite. La France dans tous ses états, les perles du jour. L'ancien maire de Saint-Étienne entre en prison aujourd'hui après avoir été condamné dans l'affaire du chantage à la vidéo intime à la mairie. Condamnation dont il a fait appel. Oui, l'ancien maire de Saint-Étienne va rentrer en prison au titre de l'exécution provisoire, exactement ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy. Il a été condamné à 5 ans de prison, dont 1 avec sursis et 5 ans d'inéligibilité. Bon, il proteste évidemment véhément contre cette mise en détention. Il avait été condamné, on se souvient, pour une affaire de chantage à la sextape. Il rentre en prison aujourd'hui. Les lieux de détention sont restés secrets pour lui éviter sans doute l'afflux des journalistes et d'être exposé quelque part à la vindicte populaire. Voilà. Donc il n'échappera pas. L'exécution provisoire est appliquée pour la 2e fois dans une affaire, j'allais dire, publique et politique à la fois. Des révélations tout aussi édifiantes les unes que les autres concernant la sécurité et les normes du Constellation à Crans-Montana font monter la colère des familles de victimes et de leurs avocats. Oui, on a vu, et la justice suisse va s'en occuper, les révélations du maire, du président du conseil communal de Crans-Montana qui dit effectivement on constate qu'il y avait des failles, des témoignages, les extincteurs on savait pas où ils étaient, l'issue de sécurité, enfin bon, un nombre de carences incroyables qui justifie que maître Sébastien Fantani, qui est l'avocat que les familles ont désigné pour le défendre, eh bien aujourd'hui n'hésite pas à dire qu'il va demander la mise en détention des 2 propriétaires du Constellation. On rappelle, 40 morts, 119 blessés, enfin une véritable tragédie avec des conditions, j'allais dire, d'incendie qui sont terrifiantes. Et surtout à une époque où on pouvait se dire en 2025, en Suisse, qui est un pays, on l'a dit encore hier, connu pour sa rigueur, son exigence, qu'il puisse y avoir de telles défaillances et de telles négligences, c'est absolument insupportable. Peut-être que la responsabilité des 2 propriétaires est plus importante que l'on le pense. En tout cas, c'est ce que pense l'avocat des familles des victimes, qui demande l'incarcération, la détention immédiate donc des deux propriétaires. Et puis gare à la désinformation ou à la surmédiatisation. Un journal de la PQR a été attaqué lundi par des ostréiculteurs. Mais pas n'importe quoi. Donc c'est nos confrères du Midi Libre dont le siège est à Saint-Laurent, à Saint-Jean-de-Védas dans l'Hérault. 50 ostréiculteurs se sont pris au siège du Midi Libre avec des bouts de verre, des insultes, des menaces, parce que le Midi Libre, nos confrères ont fait leur métier. Ils ont révélé qu'il y a eu souvent sur les bassins ostréicoles, il y a des contaminations, il y a des problèmes sanitaires. Il s'avère que là, les temps de taux, qui est le bassin des huîtres à côté de Sète, qui sont les huîtres de Bouzy, qui sont délicieuses, sont quelquefois effectivement victimes d'un problème d'environnement, d'un problème de santé, donc il faut le signaler. Et là, les ostréiculteurs ont considéré que ce sont une fois de plus les journalistes, les médias qui sont responsables. Non, nous, on est le thermomètre, c'est pas nous qui faisons la fièvre. Et donc, quand on signale quelque chose, c'est parce que c'est notre métier d'informer les consommateurs et de prendre souvent la défense des ostréiculteurs, parce que la cause de ces maladies, nous aussi, nous la dénonçons, parce que c'est une dérive. Voilà, donc on est solidaire de nos confrères du Midi Libre et on dit à Olivier Marino, directeur de la rédaction, qui a manifesté son mécontentement, qu'on comprend effectivement son indignation d'avoir été aussi méchamment et injustement attaqué par des ostréiculteurs, même si on comprend la détresse et la colère de ces ostréiculteurs. Alors, les plaques commémoratives parisiennes vont bientôt être écrites c'est une blague, c'est une... Et non, malheureusement, Perico, l'écriture inclusive, cet outil de propagande woke, cette défiguration de la langue française au nom du progressisme qui ne fait rien progresser du tout, et du sectarisme de ceux qui nous font croire que c'est normal de dire Yel, parce que c'est tellement has-been d'être un homme ou d'être une femme. Bref, l'écriture inclusive aura donc bientôt sa place sur les plaques commémoratives à Paris, grâce au Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, a rejeté le pouvoir de l'association, le
pourvoi de l'association Francophonie Avenir qui avait porté l'affaire en justice et qui milite pour la défense de la langue française contre la ville de Paris qui a donc défendu ce projet. L'association défendait, elle, je cite, le français tel qu'on le trouve dans les dictionnaires et non un français tel qu'il peut être parlé par des sectes, des communautés, des groupes ethniques. Mais en avril dernier, la Cour administrative d'appel de Paris avait confirmé le jugement rendu par le tribunal administratif en estimant que l'usage d'une telle graphie relève bien de la langue française et ne saurait à lui seul être regardé comme une prise de position politique ou idéologique. On se souvient pourtant de la position de l'Académie française, formelle sur ce sujet. Elle qualifiait même l'écriture inclusive de péril mortel. Voilà, alors ça ne fera rien avancer, aucun droit, mais une idéologie qui grignote peu à peu ce que nous avons de plus beau. Donc Perico, désormais je vous appellerai Perica. Mais oui, mon petit Maud. Bah oui, mon petit Aude, n'oubliez pas. Mon petit Maud, t'es bien gentil, mais je vais t'appeler Aude aussi. Hallucinant cette façon. Alors pour le coup, le terme de réécriture de l'histoire a tout son sens. On réécrit un peu l'histoire en alors, c'est pas dramatique, mais c'est pas normal. Puis à quoi bon? On peut mettre les hommes et les femmes. Enfin, si c'est ça le sujet, mais déformer comme ça l'écriture. Je pense que les gens à qui c'est destiné et ces personnages historiques qui sont aujourd'hui dans des noms de rues ou des statues qui se voient inclusivisés dans l'histoire ne seraient peut-être pas forcément content. Alors non, puis alors il y avait peut-être, si on va plus loin, il y avait peut-être des transgenres déjà, des non-binaires, mais enfin c'est là. Non, puis c'est dévalorisant parce que ça veut dire qu'on supprime l'individu pour tout ce qu'il est en le mettant dans une espèce de package de il, de elle. Enfin. Et curieux que des magistrats qui sont quand même détenteurs d'une certaine rigueur morale et d'une conformité à l'histoire acceptent cette réécriture. Bon, le débat n'est pas clos et je pense que nous aurons l'occasion. Ça justifierait qu'on fasse venir un spécialiste de la question et qu'on consacre un face-à-face de 13h à 14h pour discuter. Voilà, et on va voir si Patrick Roger, notre directeur, nous fait de l'inclusif aussi à l'intérieur. Alors, Sud Radio, c'est une femme ou un homme? C'est une radio, mais bon, elle est du Sud. Le Sud est un homme et la radio est une femme. Bon, ça suffit, Perico. Depuis le mois de décembre, plusieurs agressions au couteau sont survenues dans le métro et le RER. Malgré une baisse officielle de 11% des vols avec violence, l'inquiétude grandit, sans doute à raison, chez les usagers des transports en commun. Oui, c'est terrible parce que les statistiques sont formelles. Il y a 11% de baisse. Alors les statistiques, ce n'est jamais que ce qui a été déclaré, ce qui a été constaté, et ça correspond aux plaintes qui ont été déposées de façon formelle par les victimes. Mais l'on constate, et l'on le sait, et quand on voit bien, même aujourd'hui, quand vous témoignez, la moindre interpellation, une réflexion que l'on fait se finit tout de suite en pugilat, on en vient aux mains. Là, ça a été des coups de pied, des gifles, des coups de marteau, vous savez, la tête du marteau. Les incidents se multiplient dans le métro, dans le RER. Moi, je connais des mères de famille qui me disent on laisse pas les enfants aller à certaines heures tout seuls. Des femmes qui me disent je fais attention. Et surtout, la plupart des gens me disent nous assistons à des choses aberrantes, quelqu'un qui se tient mal, qui met ses pieds sur les sièges. On n'ose plus rien dire à cause de ça, parce qu'on ne sait pas si on va pas se prendre un coup de poing, un coup de cutter, voire un coup de couteau. Ben voilà dans quelle situation on vit aujourd'hui dans les transports en commun de notre bonne ville de Paris. Heureusement qu'il y a de l'inclusif sur les rues, ça sauve tout, finalement. Ça nous rassure terriblement. Maud, depuis une bataille de boules de neige, Perico. Depuis qu'il neige, là, il y a de la tension. Moi, je pensais que le froid était là pour calmer les mœurs. Pas vraiment. Et il y en a une qui a dégénéré lundi à Paris. Totalement. On a tous adoré regarder ces images de policiers en tenue qui échangent des tirs de boules de neige avec des jeunes à La Rochelle. Et ce matin, à Montmartre, ça nous attendrit toujours de voir des enfants essayer de former une munition digne de ce nom pour la lancer sur maman. Mais lundi, le jeu a viré au drame puisqu'un adolescent a été poignardé à plusieurs reprises place de la Nation par un individu qui s'était vexé d'avoir reçu de la neige. Il a été interpellé dans la foulée. Le pronostic vital du jeune n'est pas engagé. Mais aux Pays-Bas, Perico, un homme de 60 ans à lui était tué dans les mêmes circonstances. Une bataille de boules de neige qui a dégénéré. La bataille est partie en baston et l'homme est décédé frappé par deux jeunes. Alors on va pas vous demander d'être prudent maintenant lorsque vous déciderez de faire une bataille de boules de neige avec vos enfants ou vos amis. Mais c'est une preuve de plus, s'il en manquait, que cette société devient de plus en plus violente. C'est pour des raisons parfois totalement anodines. Ma chère Maud, je m'en suis pris une ce matin en sortant de chez moi, une boule de neige en pleine poire, mais vraiment en pleine poire. Ça m'a même fait un petit peu mal parce qu'elle avait dû un petit peu se durcir. J'ai essayé, j'ai regardé d'où ça venait, il n'y avait personne. Peut-être ça m'a été laissé d'une voiture. J'ai même cru que c'était tombé d'un arbre, mais vu que je l'avais pris en pleine face, c'était pas le cas. Ce qui est terrible dans cette symbolique, c'est que la neige, le grand paradis blanc de la chanson de Michel Berger, la neige, les enfants sont tellement contents de la voir parce qu'elle est devenue rare dans les campagnes.
Et moi, je vois toujours des gens qui sont enthousiasmés parce que la neige, vous avez vu, il y a un silence, c'est du calme, c'est apaisant, c'est du froid, donc ça ne chauffe pas les tensions, ça devrait calmer. Et vous avez des gens qui arrivent aujourd'hui, en 2025, à transformer un instant de bonheur. En plus, c'est du froid, on fait attention. La première des préoccupations, c'est de ne pas glisser, de ne pas se faire mal. Il y a des gens qui arrivent à faire... Alors, j'ai vu des petits bonhommes de neige partout dans la rue, mais vous avez quand même des individus qui arrivent à transformer cet instant. Je ne vais pas parler d'un instant d'amour, hein, on est dans l'enterrement de légèreté. De légèreté, voilà, de beauté du paysage, le blanc, le calme, la sérénité. Il y a des gens qui arrivent à transformer ça en arme de violence pour exprimer leur colère, ou gratuitement d'envoyer une boule de neige pour blesser quelqu'un ou humilier. Voilà, c'est bien symptomatique de notre époque. Et bien même la neige est salie par la folie des temps. Je ne sais pas comment ça va se figurer, mais qu'il y aura peut-être un jour la colère du ciel et que ces gens-là soient foudroyés par la colère. Mais calmez-vous. On parlait de décivilisation hier. Je pense qu'on est en plein dedans, Perico. En plein dedans, les pieds avec les raquettes. Allez, vous restez bien avec nous. Dans un instant, nous parlerons du Groenland. Donald Trump va-t-il trop loin et l'Europe peut-elle l'arrêter finalement? On en parle dans un instant avec Olivier Chantriot, docteur en relations internationales. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. Après l'enlèvement de Nicolas Maduro, Donald Trump se sentirait-il pousser des ailes? Le président américain ne s'en est jamais caché. Il souhaite tout bonnement annexer le Groenland, dont il estime avoir besoin du point de vue de la sécurité nationale. Et selon lui, le Danemark ne sera pas en mesure de s'en occuper. Selon lui, l'opération pourrait commencer d'ici 2 mois, même si le secrétaire d'État américain a affirmé le contraire ce matin. Alors hier, dans une déclaration commune, plusieurs pays européens, dont la France, ont décidé de voler au secours du Groenland et du Danemark. On en parle avec un expert des relations internationales, Olivier Chantriot. Bonjour. Bonjour. Merci Olivier Chantriot d'être avec nous sur Sud Radio aujourd'hui pour débattre de ce sujet qui est devenu un peu insolite parce que le président Trump nous habitue on peut parler de facéties, de coups de menton même quelquefois, puis il passe à l'acte. Lui, ce n'est pas seulement du verbal. Et puis après la tragédie ukrainienne qui n'en finit pas, on a un nouveau chantier en préparation qui est celui du Groenland. En 2 mots, quel est le véritable enjeu du Groenland? On voit cet immense territoire. En fait, c'est sur les cartes que c'est un grand territoire quand on le ramène. Hein. Je crois que c'est 4 fois la superficie de la France. Voilà, c'est 1 million de kilomètres carrés. L'Europe en fait la France en fait 550 000. 550 000, voilà. Donc c'est 4 fois la France. En fait, c'est 2 millions de kilomètres carrés. Et donc l'enjeu, il est double. C'est un enjeu à la fois de ressources économiques. On sait que le président Trump cherche à prendre le contrôle des minéraux rares. Il est lancé dans une lutte hégémonique avec la Chine, y compris sur ce terrain. Mais d'autre part, c'est aussi une lutte d'ordre géopolitique. Il faut comprendre que l'attention que porte le président Trump au Groenland n'est pas simplement une lubie du président américain. Ça s'inscrit dans une vision géopolitique dont la première ébauche date du président Monroe et de son fameux discours de 1823, qui tente à définir un hémisphère occidental dans lequel la sécurité et l'existence des États-Unis doivent s'inscrire nécessairement. Et c'est là que l'on tombe sur le Groenland, parce que le Groenland, au nord-est de cet hémisphère occidental qui correspond, bon an mal an, au continent américain du nord au sud, eh bien, ce Groenland, il est la porte d'entrée nord-est de ce grand ensemble. Et dès le 19e siècle, c'est important de faire une place à l'histoire, des présidents américains ont voulu contrôler le Groenland. Il appartient territorialement au Danemark, enfin on va dire administrativement au Danemark, même s'il y a une autonomie qui a été décrétée il y a quelques années. Comment se fait-il que ce soit une possession danoise? Ça remonte par quel phénomène historique? Ça remonte au XVIIIe siècle en fait, à 1721 pour être très précis. Et depuis lors, le Danemark a voulu y maintenir évidemment son emprise. Disproportion entre un tout petit pays européen Absolument. Et cette immense étendue de neige et de glace. Et il faut savoir, donc je le disais, que dès 1867, le président Andrew Johnson, à ne pas confondre avec Andrew Jackson, qui est un prédécesseur, ni avec Lyndon Johnson, qui lui est postérieur de 100 ans, eh bien le président Andrew Johnson a voulu racheter au Danemark le Groenland en 1867, et le Danemark y a opposé un refus, bien entendu. Mais l'idée qui faisait son chemin au département d'État à l'époque, et notamment c'était l'idée que ce que soutenait le secrétaire d'État William Seward, était qu'il s'agissait d'une position stratégique, et l'idée à l'époque était de contrer la percée, l'influence des Britanniques en Amérique du Nord.
Depuis lors, l'adversaire visé a changé. On sait qu'Harry Truman, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a voulu à son tour racheter le Groenland. À nouveau, le Danemark a refusé. Et puis donc, depuis 2019, Donald Trump fait savoir qu'il est très intéressé. Et il fait monter les enchères, comme il en a coutume. Imaginons que l'empereur Napoléon ait refusé de vendre la Louisiane, qui représentait à l'époque un quart des actuels États-Unis, ça aurait posé un problème. Alors, on se pose la question, il parle carrément d'intervention éventuellement militaire, 57 000 habitants, vous l'avez dit, 2 millions de kilomètres carrés. Est-ce que cette annexion ne pourrait pas être simplement économique? Et d'ailleurs, il a évoqué cette possibilité. Il suffit de créer des conditions, j'allais dire, de dépendance pour que, économiquement, le Groenland devienne une possession américaine, sans une occupation militaire. En effet, pour moi, on est face à deux possibilités, soit un fait accompli militaire qui serait la version maximaliste de cette entreprise et à laquelle les États européens, dont la France, devraient bien entendu manifester une réaction, puisqu'on ne peut que réprouver un tel fait accompli. L'autre possibilité, et qui est tout à fait trumpienne d'esprit, c'est un deal. Un deal avec le Danemark, qui consisterait à dire « nous prenons position sur cette terre » en étoffant la base que nous y détenons, à Tulé. Et puis on pourrait dire un protectorat quelque part. Oui, on fait un deal avec le Danemark. Enfin, les États-Unis font un deal avec le Danemark, et c'est donc la sécurité contre les minéraux. Et ainsi, d'une certaine manière, on trouve une solution coopérative à ce conflit en germe, si je puis dire. Donald Trump cherche probablement d'ailleurs à aboutir à cette solution, mais menace évidemment avec le fouet. Olivier Chantrieux, nous avons Roland qui nous appelle de Saint-Étienne, auditeur de Sud Radio. Bonjour Roland. Bonjour Roland. Bonjour Perico, bonjour Maud, bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors, ce dossier du Groenland vous inquiète-t-il, Roland? Honnêtement, pas du tout. Pas du tout. Moi, ça ne m'inquiète aucunement. Et c'était un peu la question de savoir s'il y avait une invasion du Groenland, est-ce que la France devait y aller? Et moi, je serais plutôt tendance à dire que la France, elle devrait s'occuper de la France. Parce qu'il y a 5 cm de neige, on n'arrive même pas à déblayer les routes, et nous, on va aller au Groenland faire la guerre. Donc, je pense pas que ce soit encore la bonne idée du siècle. Donc, j'aimerais vraiment qu'on s'occupe de la France, parce que quand on a les agriculteurs qui reprennent les tracteurs parce qu'ils ont encore le traité du Mercosur qui va leur mettre encore un énorme coup de couteau dans le dos. On n'y arrive pas, on a des Français qui gagnent 1 500 € par mois qui n'y arrivent pas. Donc Emmanuel Macron, déjà, moi je pense que sur l'Ukraine, il n'y arrive pas forcément, même s'il y avait la coalition des volontaires hier. Pour moi, je pense qu'Emmanuel Macron n'est pas écouté dans le monde. Donc la France a perdu de son aura dans le monde du fait des politiques extrêmement étranges du président Macron à l'international. Donc le Groenland, bien sûr que c'est une souveraineté du Danemark et que l'Union européenne doit être aux côtés du Danemark pour éviter quelconque invasion. Mais non, la France, elle va rester tranquillement à s'occuper de la politique extérieure qui est déjà bien compliquée, et éviter encore une fois d'aller faire les malins à l'extérieur. On comprend, Roland, que vous établissez une échelle de valeur, que c'est un peu dérisoire le cas du Groenland par rapport aux urgences, notamment de la situation ukrainienne et même de la situation intérieure française. Olivier Chantrieux, il y a une échelle de valeur à respecter. Alors, est-ce que l'Union européenne, est-ce que le président de la République sont obligés quand même de prendre position officielle pour dire attention, pas touche au Groenland, ou c'est juste une simple posture? Il est important que les États membres de l'Union européenne, ou une partie de ces États, puisqu'hier ne se réunissait autour de Mette Frederiksen qu'une partie des États de l'Union européenne, plus le Royaume-Uni qui n'est plus membre de l'Union européenne. Il est important que ces États attachés... Moins d'unanimité que pour l'Ukraine, visiblement, ce qu'on voit, ou moins d'implication. Il semblerait. Oui. En tout cas, il est important que ces États, face à un éventuel fait accompli militaire, manifestent leur réprobation, parce que ces États sont attachés aux règles du droit international, à la préservation de la souveraineté nationale, et c'est tout à fait important que ce repère soit maintenu. Mais d'autre part, il est évident qu'il faut voir les choses de manière graduée. À très court terme, les États européens n'ont que très peu de marge de manœuvre. Ils vont de toute façon ils éviteront, puisqu'il faut parler sérieusement, tout conflit direct avec les États-Unis. Cette hypothèse ne peut pas être envisagée. Et en revanche, ce qu'ils peuvent faire, et c'est ce vers quoi la France, je pense, les pousse, c'est d'envisager à plus long terme, s'ils le souhaitent, d'étoffer leur capacité pour asseoir une sorte d'autonomie stratégique européenne ou des États européens.
Et ça, c'est ce pourquoi la France investit en ce moment dans son outil de défense. C'est la perspective de renforcer nos moyens pour tenir et être fort face aux léviathans qui nous entourent. Olivier Chantriot, vous pensez que si l'Union européenne, la France à la demande du Danemark, faisait acte de présence militaire, comme on l'a suggéré, sur le terrain, comment s'appelle la capitale du Groenland? C'est nous. Voilà. S'ils allaient sur place, est-ce que ça pourrait dissuader les États-Unis d'intervenir dans la mesure où il y aurait des forces physiques, humaines, européennes sur place? Écoutez, est-ce que ça compliquerait un peu la donne? Voilà. Ça pourrait compliquer la donne, mais je ne pense pas que cette option soit sérieusement envisagée actuellement. Si l'on lit le communiqué attentivement, le communiqué qui a été publié hier par les chefs d'État et de gouvernement qui se réunissaient, on voit que ces chefs d'État et de gouvernement s'orientent vers une solution coopérative, puisque dans ce communiqué qui est très, très, très bref et bien balancé, on sent que ils veulent dire au président Trump qu'ils restent des alliés des États-Unis et que par conséquent, les forces de ces pays peuvent contribuer à la sécurité du Groenland et par là même à la sécurité de l'hémisphère occidental et qu'il n'est donc pas nécessaire pour les États-Unis de l'annexer. Est-ce qu'on bénéficie déjà, le Danemark et l'Union européenne, des richesses, géologiques du Groenland où elles ne sont pas exploitées à leur juste mesure? Alors, pour ce que je peux en savoir, il me semble qu'elles ne sont peut-être pas aussi exploitées qu'elles pourraient l'être. Et évidemment, cela suscite la convoitise du président Trump, qui est très soucieux de contrôler le plus possible. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux au Groenland, en gros? Des minerais? Oui, je pense des minéraux rares. C'est l'objet d'une compétition frontale entre la Chine et les États-Unis. La Chine actuellement disposerait dans son sol de quelques 44 millions de tonnes de minéraux rares. Ça la place en position de leader dans cette compétition. Le sol des États-Unis en a beaucoup moins. Et donc, on suit l'attention du président Trump pour ses atouts dans la compétition mondiale, puisque ces minéraux rares entrent dans la composition de téléphones portables et d'objets de nouvelles technologies. Donc, ça fait partie c'est une dimension du duel hégémonique que se livrent les États-Unis et la Chine. Donc, dégâts collatéraux de la rivalité sino-américaine qui fait qu'aujourd'hui les États-Unis ont besoin de ressources naturelles. Oui, on peut le dire. Merci Olivier Chantriot d'avoir été avec nous pour votre précieux avis. Et si la situation devait évoluer, nous aurons le bonheur de vous rappeler parmi nous. Avec grand plaisir. Sud Radio, la France dans tous ses états. Le face-à-face. Mais oui, vous êtes sur Sud Radio, nous sommes le mercredi 7 janvier 2027, il neige à foison sur le nord de la France et moi je reçois Rodolphe Carte pour parler d'un personnage, d'une grande personnalité française qui est Jean-Luc Mélenchon. Rodolphe Carte est l'auteur de Mélenchon, les bruits et la fureur, portrait d'un révolutionnaire. C'est un portrait à facettes, un très très beau document. Alors c'est le 4e ou 5e biographie que je lis sur Mélenchon. On n'en sort pas forcément rassuré, mais on est interpellé quand même par le personnage. Rodolphe Carte, vous êtes journaliste, vous êtes analyste. Bon, sur les réseaux sociaux, on vous épargne pas, vous êtes marqué très à droite. Oui, voilà. J'assume totalement. Vous avez de mauvaises fréquentations, vous pensez mal. À un moment donné, j'ai même vu que vous étiez plus ou moins maurassien. Enfin, on a toutes... et pourtant, il vous est arrivé d'écrire dans des médias et dans des revues où vous côtoyez Michel Onfray, par exemple. Front Populaire, exactement. Donc voilà, donc on est bien dans une distribution caricaturale un petit peu des étiquettes politiques aujourd'hui. C'est le problème. Sur Sud Radio, nous recevons tout le monde, nous parlons avec tout le monde et moi je me réjouis de vous recevoir et en plus votre ouvrage est intrinsèquement vraiment intéressant. On commence par l'actualité. Il y a le Venezuela, les États-Unis sont allés capturer entre guillemets, je ne sais pas quel terme il faut utiliser, on est prudent, sont allés se saisir de la personne du président du Venezuela, Nicolas Maduro. On sait qu'il y a des liens anciens entre Mélenchon, la France insoumise, le Venezuela de Chavez qui était un symbole, j'allais dire la continuité du guévarisme, du castrisme par le Venezuela. Aujourd'hui, où en est-on? Ce sont des liens qui sont maintenus, ce sont des liens qui sont concrets, matériels ou seulement idéologiques? Avec Jean-Luc Mélenchon, c'est déjà des liens, on pourrait dire, sentimentaux. Dans cette biographie, je reviens notamment sur sa naissance à Jean-Luc Mélenchon, qui est né à Tanger, donc, tout à fait, au Maroc, en 1951, et c'est un enfant de la décolonisation. Alors de la décolonisation du Maroc, mais par contre c'est quand même une indication parce que déjà à l'époque, vous savez la fameuse phrase de
pays, tout est décidé avant qu'on ait 12 ans. Ça marque une enfance quand même. Et à l'époque, Mélenchon se construit contre sa famille, qui est une famille d'Européens, donc au Maghreb et partisans de l'Algérie française. Et donc à Tanger, où il y a beaucoup d'hispanophones. Exactement, aussi, exactement. D'ailleurs, Mélenchon, je crois, est un patronyme d'origine. Il est d'origine à la fois italienne et espagnole. Donc, il n'a pas de sang français. Et il ne naît pas dans le territoire historique. Ça, c'est quelques indications aussi pour sa pensée. Alors, lui, il est vraiment créolisé, pour le coup. D'accord. Il laisse savoir la créolisation. Et d'ailleurs, quand il revient dans des... Réussi, créolisation aboutie, parce que c'est en plus quelqu'un de cultivé et profondément... oui. Voilà. Et d'ailleurs, quand il revient sur ce passé, souvent, il va vous parler des odeurs de cette société multiculturelle pacifiée. Alors, c'est un peu une image idyllique, hein, peut-être. On va y revenir, Exactement. Et donc, oui, ce tropisme sud-américain, il est vraiment ancien chez Jean-Luc Mélenchon. Quand il commence à s'investir au Parti Socialiste, on est dans les années 70, il ne faut pas oublier que Jean-Luc Mélenchon va, s'enraciner en Essonne sous les ordres de Claude Guermont, qui est un ancien baron féodal PS, comme on en faisait avant dans ces époques. Et à l'époque, déjà, Jean-Luc Mélenchon noue des liens avec la diaspora chilienne, qui a dû partir justement du continent sud-américain. Et il faut aussi comprendre que, vous l'avez très bien dit, le mythe sud-américain, dans les années 60, 70, 80, c'est un des mythes mobilisateurs de la gauche. Il y a des figures comme Che Guevara, des figures comme Castro, qui, irriguent la pensée de gauche. Debray, qui est allé se battre à leur côté, qui est allé les soutenir à Cuba. Donc c'est un lien historique entre la gauche et les intellectuels gauche français et l'expérience de Cuba, dont on sait les tenants et les aboutissants aujourd'hui. Et pour autant, il y a un lien plus concret qui se fait entre Chavez et Mélenchon. Ah oui, alors là, Chavez aussi, ça va vraiment être une figure qui va l'inspirer. Jean-Luc Mélenchon, à un certain moment, il va vraiment se focaliser sur l'Amérique latine, parce que pour lui, c'est le laboratoire des idées politiques des années à venir. Il dit, c'est là-bas que ça se passe. D'ailleurs, des théories qu'on retrouve dans sa pensée aujourd'hui, comme l'ère des peuples, l'ère du peuple, la révolution citoyenne, c'est vraiment des logiciels qu'il va prendre sur le continent sud-américain. Et il y a cette figure d'Hugo Chavez que vous avez mentionnée, qui va particulièrement, l'intéresser pour trois choses. Parce que Hugo Chavez, déjà, il s'oppose à une bourgeoisie comprador. Pour ceux qui n'ont pas toute la terminologie marxiste, la bourgeoisie comprador, c'est une bourgeoisie nationale vendue à des intérêts étrangers. Deuxième point, c'est la lutte contre l'anti-impérialisme américain. Donc là aussi, un mythe mobilisateur de la gauche. Et le troisième, on va dire que pour lui, le continent sud-américain, c'est vraiment l'élaboration des théories néolibérales qu'on va retrouver ensuite dans les années 90-2000 en Europe. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une base théorique de sa pensée. À vous entendre et à l'écouter, on se demande s'il ne rêve pas d'une France vénézualisée, c'est-à-dire que est-ce qu'on pourrait faire cette expérience, qui est une expérience idéologique? Là, on va tout de suite venir à un des aspects essentiels de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, qui a été évoqué par tous ses biographes. Le rôle, le poids du trotskisme dans sa personnalité politique, dans son engagement, reste de tous les anciens trotskistes. On sait bien qu'on a eu beaucoup de responsables de la gauche qui l'ont été, Jospin, Cambadélis, et même au CNPF, Kessler. Lui, et c'est ce que disait Julien Drey, attention, l'ADN trotskiste reste profondément inscrit dans son être. Oui, et pas n'importe quel ADN. Le trotskiste le plus autoritaire... De l'OIC. Oui, exactement, de l'Organisation communiste internationale. C'est un lambertiste. C'est un lambertiste. Rappelez-nous en deux mots ce que sont les lambertistes par rapport aux pablistes. Le nom lambertiste vient de Lambert, qui était le surnom qu'avait pris Pierre Boussel, qui était vraiment le chef de l'Organisation communiste internationaliste. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi avec ces différents courants trotskistes, c'est que l'OCI, c'est vraiment le courant le plus autoritaire, avec une doctrine vraiment verticale, quasiment militaire. Et d'ailleurs, là, on voit des ponts directement avec la constitution de la France insoumise aujourd'hui. Un tout petit point d'histoire pour que nos auditeurs comprennent, parce que le trotskisme est un terme aujourd'hui très flou. Trotsky, c'est la 4e internationale. Voilà. Le PC, c'est la 3e internationale, 1920-1917. Trotsky est éliminé par Staline, évacué. Il crée la 4e internationale, cette révolution permanente, qui va donner des filiales, si je puis dire, en Europe occidentale, avec des tendances différentes. Il n'y a pas qu'un trotskisme. Oui, exactement. L'OCI en est une. L'autre famille trotskiste française, c'est quoi? C'est aussi Créville-Naguillet, par exemple. Voilà, après on a eu la LCR, la Ligue communiste, vraiment d'autres courants. Et peut-être aussi rappeler qu'à l'époque, les trotskistes s'opposent aux staliniens.
C'est les fameuses stalles. Ils le revendiquent d'ailleurs, et ils en sont victimes. C'est la fameuse révolution, vous savez, en Hongrie, ensuite la révolution de velours. Ils s'opposent véritablement. Et les staliniens vont tuer dans l'histoire beaucoup, depuis la guerre d'Espagne, avec le POUM, vont tuer beaucoup de trotskistes. Et pour eux, c'est une nécessité d'éliminer les trotskistes. Exactement. D'ailleurs, Mélenchon dit, nous n'avons jamais, on nous fait passer pour des gens violents, nous n'avons jamais tué personne. Donc le trotskisme aujourd'hui est enraciné. Il est, à travers la personne de Jean-Luc Mélenchon, il est donc présent dans le débat politique français, ce trotskisme. Oui, et d'ailleurs, il y a un fameux mot qu'on accole souvent au mouvement trotskiste, c'est l'entrisme. C'est le fait de faire de l'entrisme dans d'autres partis politiques en sous-marin. Et c'est vrai qu'à l'époque, on a toute une flopée de personnalités politiques que vous avez mentionnées. On pense à Cambadélis, à Jospin, son frère aussi, ne pas oublier. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on rentre dans un mouvement trotskiste, on s'en prend un surnom. Et le surnom de Jean-Luc Mélenchon est Santerre. Santerre. Comme si on était en clandestinité. Exactement. Comme un réseau de résistance. Et Santerre, c'est le chef de la garde nationale qui a amené Louis XVI sur l'échafaud. Donc là, vous voyez aussi vraiment, comment dire, la symbolique est forte. Dans quel bain culturel, révolutionnaire. On sait l'appétence aussi de Jean-Luc Mélenchon pour une figure comme Robespierre, mais aussi avec Louis XI. C'est là où vous voyez la duplicité du personnage, ou en tout cas sa profondeur historique. Mais oui, c'est vraiment, comment dire, un bain idéologique dans lequel il va baigner. Et à l'époque, les trotskistes, quand on parle justement d'entrisme, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va tout avoir aussi une partie de ces trotskistes qui vont infiltrer aussi d'autres partis politiques. Parce qu'on fait du renseignement. Alors, d'autres partis politiques, souvent à gauche, on ne les voit pas non plus basculer. Non. Mais par contre, ils font du renseignement. Aussi, ils vont créer au moment opportun des scissions au sein d'un parti pour pourquoi pas partir avec une partie de la base. Donc il y a vraiment cette logique qu'on voit. Et d'ailleurs, je fais une toute petite incise, mais quand on a mentionné récemment dans l'actualité Danielle Obono. Danielle Obono est aussi une figure qui vient d'un certain trotskisme. Alors elle, c'est le socialisme par en bas. Pour faire un petit corollaire, le socialisme par en bas, c'était un mouvement qui était apparenté à un mouvement trotskiste, cette fois anglais, qui avait théorisé le lien entre la gauche et l'islamisme. Déjà à l'époque, vous voyez, on voit une certaine convergence. Vous utilisez des termes qui peuvent évoquer quelquefois la maçonnerie. C'est un système de réseau. On revient juste un instant sur le Venezuela. Les liens sont idéologiques, affectifs, matériels éventuellement. Il y a une dépendance. On a toujours vu que Mélenchon refusait de condamner le régime vénézuélien, même quand on pouvait signaler des atteintes aux droits de l'homme. Il reste très ferme sur cette position. Mais bien sûr. Là aussi, quelque chose à comprendre. À chaque fois que Jean-Luc Mélenchon est attaqué sur une position, il adopte, je dirais, la défense de rupture. La défense de rupture, pour nos auditeurs, c'était une théorie qui avait été pas mal théorisée par Jacques Vergès, un grand avocat. Oui. Et d'ailleurs, vous vous en souvenez peut-être, mais lors de la dernière commission de Jean-Luc Mélenchon, où ça a été un déballage, on lui a donné son premier meeting de 2027, en fait. C'était quasiment ça. Jean-Luc Mélenchon est arrivé, ça devait être le jugé. Or, la défense de rupture fait que, en fait, celui qui est jugé va juger ses juges, va prendre à partie l'ensemble du public, l'ensemble de son auditoire. C'est une défense de rupture totale et vraiment intéressante parce que on fait le procès de la société. Et d'ailleurs, pendant cette commission, Jean-Luc Mélenchon a fait le procès de l'obscurantisme catholique pendant les guerres de religion, etc., etc. Et d'ailleurs, peut-être que ça vous a pas échappé, lui-même s'est présenté un peu comme un certain Henri IV qui va réconcilier la nation autour de son projet, qui est le projet républicain qu'on connaît bien, de Nouvelle-France, etc. Donc c'était intéressant de voir vraiment cette défense stratégique qu'il a adoptée. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que j'avais été invité sur un plateau de télé pour discuter de cette commission, avant qu'elle commence. Je prends à partie mes collaborateurs autour, je leur dis, vous verrez, Jean-Luc Mélenchon, ça va être son premier meeting et il va retourner la défense. Et aujourd'hui, on l'a vu, il a fait vraiment un meeting exceptionnel. Et d'ailleurs, il s'était présenté à cette commission en disant qu'il était le vice-président de l'Institut de la Boétie, qui est le centre de formation intellectuelle de la France insoumise. Comme tous les grands tribuns, c'est un véritable dialecticien. Et oui. Il a de la culture, il a de l'intelligence. C'est une bête politique. Et comme vous l'avez évoqué, d'autres l'ont dit, peut-être le dernier de cette génération après la mort de Jean-Marie Le Pen, le dernier des grands tribuns politiques. Vous restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio, je suis avec Rodolphe Carte qui nous présente une passionnante biographie de Mélenchon, Le bruit et la fureur, et on se retrouve dans quelques instants pour continuer ce débat. On verra Mélenchon là aujourd'hui dans la dialectique de la politique française. La France dans tous ses états.
Perico Légas reçoit Rodolphe Carte, journaliste, essayiste, observateur de la vie politique française, qui a fait une pertinente biographie de Jean-Luc Mélenchon, Le bruit et la fureur, portrait d'un révolutionnaire. On parlait avec vous, Rodolphe Carte, jusqu'à maintenant du rôle, du lien entre le Venezuela, Chavez, Mélenchon, aujourd'hui la situation. On finit juste là-dessus. La France insoumise va soutenir le régime de Maduro jusqu'au bout, ou pour eux c'est une page qui se tourne et qui peut les inquiéter ou qui peut les contrarier? Oui, comme d'habitude, ils veulent incarner la gauche de rupture. Il y a vraiment une volonté aujourd'hui d'être le centre de gravité de la gauche. Là aussi, voir le long cheminement de Jean-Luc Mélenchon pour incarner cette gauche de rupture. C'est un homme qui quitte le Parti Socialiste en 2008, qui va constituer son parti, le parti de gauche au départ, ensuite la France Insoumise en 2016. Et sa volonté, c'est de recomposer la gauche autour de lui. Parce qu'il est toujours dans cette mythologie d'union de la gauche, notamment avec son vieux maître François Mitterrand. Mais par contre, il veut aujourd'hui incarner ce pôle. Et pour lui, à chaque fois, si vous voulez, qu'il y a un sujet comme ça, où il y a, comment dire, une divergence, notamment avec la social-démocratie, ou en tout cas avec tous les candidats social-démocrates qu'on a en tête, Marine Tondelier, Olivier Faure, Ruffin, jusqu'à Glucksmann, et ben lui, justement, il doit incarner ce pôle de rupture, ce pôle radical, parce que ça crée des divergences, et il attire vers lui toute une partie de la radicalité. Il a besoin de cette radicalité, justement, pour toujours être en opposition avec cette social-démocratie qui, pour lui, a trahi depuis les années 90-2000. C'est la fameuse troisième voie de Tony Blair, si vous voulez. L'histoire électorale de la France a prouvé que le Parti communiste a très longtemps, avec ses 25%, focalisé le vote des malheureux, des mécontents et des protestataires, avec un PS qui lui a pris un petit peu la suite, mais Mitterrand a réintroduit la social-démocratie, j'allais dire dans le camp du libéralisme, financier. Du coup, la colère populaire s'est tournée vers plutôt le Front National, le Rassemblement National. On sent bien que Jean-Luc Mélenchon, là, essaie de récupérer vers lui les forces du mécontentement, les forces de la détresse, les forces de la colère. Il a raté le tournant des gilets jaunes, il s'en est rendu compte trop tard. Vous découpez le personnage avec des facettes. Je vais donner le nom, ce que je fais jamais, le nom de vos chapitres. Mélenchon le rouge, le stratège, le révolutionnaire, l'écolo urbain, le remplaciste, le décolonial, l'européiste, le tiers-mondiste, le républicain, le populiste gauchiste. Il est vraiment tout ça à la fois ou non? Tout ça à la fois, mais par contre, je dirais qu'il y a quand même un portrait qui va prévaloir sur les autres, c'est le stratège. Alors voilà, on y vient. Ouais, vraiment. Parce que le but, c'est 2027. Exactement. Est-ce qu'il y croit? Ah oui, moi j'en suis totalement persuadé. Petit rappel historique, première élection, il fait quand même 11%. Quand même pas mal, hein, pour une première, c'est pas rien. Ensuite, 2017, il échoue à l'accession au second tour à 600 000 voix. Je vous raconte une anecdote. Je le croise, puisque nous avons pas loin l'un de l'autre boulevard Magenta, et je lui dis, c'était en 2017, et je dis, je pense que vous avez toutes vos chances. Il me dit quoi, toutes mes chances? Mais j'ai pas toutes mes chances. Je vais gagner. Mais bien sûr, mais il y avait Alexis Corbière et Garrido qui étaient à côté de lui, qui disaient, mais pourquoi? On n'a pas l'ombre d'un doute. Ils étaient dans la certitude. Hein. Ah, mais on peut retrouver un documentaire où on voit vraiment l'effondrement de Jean-Luc Mélenchon. Il était persuadé d'accéder au second tour. Il en fait une déprime d'ailleurs. Il y a un moment de traversée du désert, là, quelques mois. Et en 2022, il a 400 000 voix près. Oui. C'est à la fois beaucoup, mais très très peu aussi. Et donc, aujourd'hui, il est en avance par rapport aux autres élections, aussi mentionné peut-être l'élection des européennes. Et là où il a fait un meilleur score que les fois précédentes, alors que normalement c'est pas une élection dans laquelle il brille. Mais... Alors la stratégie, je me souviens dans le débat Marine Le Pen, Emmanuel Macron en 2022, elle dit je vais interdire le voile. Et les observateurs disent, elle vient de faire un cadeau à Mélenchon gigantesque, il va pouvoir récupérer le vote des musulmans français qui n'ont pas forcément envie de voter, mais qui là vont peut-être aller aux urnes. La tactique a marché, il a récupéré ce vote. Oui, et d'ailleurs, au moment du conflit israélo-palestinien, la tenue de bout en bout de cette ligne, justement, plutôt pro-Palestine, on va dire, ça lui a permis d'avoir aujourd'hui... Alors le mot est un peu moche, mais un butin de guerre électorale. Et aujourd'hui, c'est le seul, avec Marine Le Pen, ou en tout cas le Rassemblement National, à avoir un butin de guerre électorale qu'est les classes de la France périphérique, majoritairement blanches, on va dire. Mais aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'il a capitalisé sur cet électorat. On sait qu'il y a une partie des grandes métropoles aussi qui votent pour lui avec cette petite bourgeoisie prolétarisée. Souvent, c'est des petits emplois de la fonction publique ou alors des petits emplois, justement, en voie de prolétarisation. Et là, par contre, il y a une innovation, à mon avis... au moment des municipales, c'est que Jean-Luc Mélenchon s'est remis à parler à une certaine forme de néo-ruraux. Et là, à mon avis, où il y a un décalage aussi avec la droite, c'est qu'il ne parle pas à ces néo-ruraux en tant que chasseurs-agriculteurs. Je l'ai vu au salon du Made in France, où
ait représenté ce qu'il est censé détester ou ce qu'il a condamné, c'est-à-dire le territoire, la tradition, le savoir-faire, l'artisanat. Il est allé leur faire une déclaration d'amour, mais contrairement à ce que vous pensez, je vous aime, je respecte, vous êtes des petits artisans, vous êtes victimes du capitalisme, vous êtes victimes de la mondialisation, vous défendez les vraies valeurs du travail de la France. Il y avait une reconsidération. Pour autant, le vote immigré, le vote de ces Français d'autres confessions et de ceux qui se sentent rejetés, donc ceux qui se sentent racisés, ce vote-là lui est acquis de façon définitive ou non? En tout cas, il a quand même une certaine mainmise dessus, mais c'est quand même aussi intelligent de sa part. C'est là où j'ai vraiment voulu intituler ce chapitre le stratège, parce qu'il a vraiment fait sienne une maxime militaire, c'est-à-dire de ne jamais faire prévaloir la tactique sur la stratégie. Sa stratégie, son but, c'est la prise du pouvoir. Ensuite, on peut moduler certaines déclarations, voir certaines choses qui évoluent, se mettre dessus. Et là-dessus, il est très bon parce qu'il adapte en permanence son discours, mais par contre toujours avec ce même et unique but, la prise du pouvoir. Rodolphe Carte, il n'a pas toujours été sur cette tendance. Il a eu autour de lui, à un certain moment, des gens qui étaient des républicains, des patriotes, des laïcistes, même des souverainistes. Bon, et on a cru à un moment donné qu'il allait devenir ce grand leader de la gauche socialiste, patriotique, républicaine. Il l'est, il s'en sert. Il progresse et tout d'un coup, revirement. Alors est-ce que c'est l'influence de Clémentine Autain ou des gens qu'il va rencontrer? Il rompt avec cette vision de la France républicaine patriotique, j'allais dire robespierriste quelque part, et va vers cette créolisation. Pour autant, il faut 51 pour gagner. Vous dites qu'il est dans la stratégie. Il a franchi cette première étape d'avoir avec lui le vote, j'allais dire, des Français musulmans ou des Français qui se sentiraient rejetés par le système tel qu'il est. Comment il fait pour conquérir les 22, 23, 25% restants? Là-dessus, c'est une analyse de Frédéric Lordon, qui est un économiste plutôt qu'on pourrait classer à l'extrême gauche, qui est maintenant un peu plus philosophe, qui expliquait justement que cette normalisation du Rassemblement national qu'on est en train de connaître, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est du pain béni. Pourquoi ça? Parce que ça devient automatiquement, de facto, la figure, ou en tout cas la seule figure anti-système. Et d'ailleurs, on sait très bien aujourd'hui qu'une partie de l'électorat abstentionniste, si vous voulez, peut basculer d'un côté comme de l'autre, au vote France Insoumise comme au vote Rassemblement National. Il y a de la réserve, vous pensez qu'on a de la réserve encore? Ouais, moi je pense, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on le voit dans chaque enquête sur la détestation des Français pour la classe politique. Jean-Luc Mélenchon, le fait qu'il devienne un petit peu le petit canard noir justement de cette classe politique, lui, s'en réjouit. Mais là, à mon avis, où il est assez intéressant, ou en tout cas plus performant que les autres, c'est que cette lente évolution que vous avez mentionnée, en fait, elle date pas de 2017. 2017, elle est intéressante parce que c'est le moment populiste. C'est vraiment le moment populiste où on voit qu'un peu partout dans le monde occidental, on a des populismes qui vont émerger. Mais le populisme de Jean-Luc Mélenchon, pour revenir avec notre premier sujet, il est teinté de cette inclinaison sud-américaine. Parce qu'on voit la populiste au sens positif du terme. Hein. On est bien d'accord, populiste, populaire. Bon, c'est un débat qu'on pourrait avoir pendant des heures. Pour lui, c'est une qualité. Moi qui suis un populiste plutôt de droite, pour moi, c'est absolument pas péjoratif. En tout cas, je trouve que c'est vraiment une logique intéressante. Et d'ailleurs, je pense aussi, mais ça c'est mon avis personnel, qu'on revient dans une dimension populiste dans les années à venir, et notamment pour 2027. Vous reviendrez en parler, parce que le débat est encore avec plaisir. Ouvert. Mais par contre, cette lente évolution, en 2017, il y a vraiment quelque chose qui se passe, c'est que Coquerel va lui souffler à l'oreille que ces voix manquantes, elles sont dans les banlieues. Et là, il y a vraiment une rupture, et on le voit en interne d'ailleurs à la France Insoumise. On va avoir une purge de tous les souverainistes. Je pense à François Coq, Charlotte Girard, et aussi des personnalités comme Georgi Kuzmanovic. Et on voit aussi la montée des indigénistes dans le parti. Vous vous souvenez peut-être de Taha Bouaf, qui est une figure aujourd'hui dont on en a un peu moins parlé. C'est vraiment à cette période que vont monter des personnalités de cet ordre. Et on voit que les souverainistes vont petit à petit être évincés. Et je dirais même, pour faire un dernier retour historique, en réalité, cette inclinaison, elle venait déjà dès 2012. 2012, on a donc cette élection présidentielle. Et à l'époque, vous en souvenez, on a les attentats de Mohamed Merah en mars. Oui. Un mois plus tard, en avril, Jean-Luc Mélenchon a un meeting au Prado, sur le Prado, à Marseille. Donc à Marseille, exactement, un mois plus tard. Et là,
quand on connaît, on va dire, la tradition politique d'où vient Jean-Luc Mélenchon, on se dirait, bon, il va faire un discours sur l'obscurantisme religieux. Peut-être qu'il va pas mentionner directement l'islam, mais en tout cas, il va critiquer l'obscurantisme religieux, lui, dans la religion du progrès, les Lumières, etc. Or, pas du tout. Il fait un éloge de la ville multiculturelle qu'est justement Marseille. Un début d'évolution. On continue à discuter avec vous, Rodolphe Carte. Appelez-nous au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel et Rodolphe Carte se fera une joie de répondre à vos pertinentes questions. On se retrouve dans quelques instants. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Perico Légas reçoit Rodolphe Carte pour Mélenchon, le bruit et la fureur. Un échange passionnant parce que le personnage est passionnant. Je le dis avec beaucoup de respect pour cette personnalité politique, même si on peut ne pas toujours ou même rarement partager ses opinions, ça reste une bête d'une dimension unique. C'est vrai que vu le niveau du personnel politique actuel, et tous les experts sont d'accord pour convenir qu'il y a un effondrement culturel à tous les points de vue de connaissances économiques, historiques, sociales, politiques, il reste, vous disiez, après la mort de Jean-Marie Le Pen, qui était lui aussi un tribun, déjà l'usage de la langue. On voit que Jean-Luc Mélenchon, quand il parle, quand il était député, qui s'exprimait à la tribune, mais quand il fait un meeting, c'est un cours de français exemplaire, et on sent que la pensée est structurée par la richesse de la langue. On était en train de parler de la stratégie de la conquête du pouvoir, l'écolo urbain, donc vous nous dites bien, et on va revenir sur le fait qu'il a une grande méfiance, un peu comme les bolcheviks sur vous savez, les socialistes révolutionnaires. En 17 à Moscou, c'était le représentant du parti paysan, on les a canonnés, parce qu'un paysan est censé toujours être réactionnaire. Je vous raconterai une anecdote que j'ai eue avec Jean-Luc Mélenchon. On parle de l'écolo-urbanisme, peut-être une des tactiques de conquête du pouvoir. C'est quoi l'écolo urbain chez Mélenchon? Oui, alors pour moi, la pensée mélenchoniste, on peut vraiment la faire, poser sur 4 piliers centraux. Il y a le pilier démographique, Nouvelle-France, sur lequel on pourra peut-être revenir plus tard. Oui. Il y a le pilier économique, donc les changements de la mondialisation dans les années 90-2000, où toute une partie de l'ancien personnel Parti Socialiste va se recycler dans les institutions européennes. On pourrait mentionner les travaux d'Aquilino Morel, qui est vraiment un homme de l'ombre et qui connaît tout à fait, l'ancien conseiller de François Hollande, qui a été viré parce qu'il se faisait cirer les pompes et il ouvrait les grandes bouteilles de Bordeaux à l'Élysée. Voilà. C'est exactement ça. Et ensuite, on a 2 autres piliers qui se mélangent un petit peu, c'est le pilier écologique et le pilier anthropologique. Alors, Pascal Lamy Moscovici, c'est ça. Tout à fait ça. C'est le PS qui a viré à l'européisme néolibéral. Exactement. Et donc on a. Donc il se nourrit de ça. Ils ont trahi. C'est des sociotraîtres après tout. On est dans la vieille théorie. Venez chez moi. C'est ce que leur dit Mélenchon. Voilà. Et donc cette dimension écolo-urbaine chez Mélenchon, pourquoi elle est importante? Parce que la ville, pour lui, c'est vraiment, le devenir de la civilisation. Il revient sur, la construction de notre longue civilisation, parce que comme vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui connaît très bien l'histoire, j'ai envie de dire mondiale. C'est un érudit. Voilà. Et donc pour lui, depuis des siècles, les sociétés, notamment européennes, se sont construites ou élaborées autour de la petite propriété familiale, agricole, avec une transmission patriarcale. Et pour lui, le mode de vie de l'avenir, c'est la ville. Donc là, c'est le déracinement, c'est le fait qu'on s'autodétermine, on choisit son genre, son sexe, etc. Donc là, on retrouve toute la pensée déconstruction, de la déconstruction, un petit peu du wokisme. Et pour lui, le modèle de la ville aussi, pourquoi il est intéressant du point de vue de la révolution socialiste, parce qu'on devient tous interindépendants par les réseaux, c'est-à-dire par le réseau de l'eau. Surtout aujourd'hui. Plus que jamais aujourd'hui. Et oui, de l'électricité, du gaz. Et là, on revient sur une dimension d'analyse et d'une grille d'analyse matérialiste, qui est une grille d'analyse historique pour les marxistes. Donc vous voyez, il a encore une fois de plus adapté le logiciel marxiste avec les enjeux actuels. Sa dialectique marxiste et quatrième internationale aussi, aversion trotskiste. Sa dialectique, qui se la crée tout seul. Il a un staff, il a une machine autour de lui. On sent qu'il est surtout, c'est lui, le noyau central de la production intellectuelle de la France insoumise. C'est quand même lui qui la détient en personne. Pourquoi c'est un bon stratège, Jean-Luc Mélenchon? Parce qu'il sait bien s'entourer. Il s'est aussi épuré. On voit bien qu'il n'y a pas de grand génie autour de lui. S'il y en a eu... je sais pas. Je vous pose la question. Oui, justement. Parce que quand on les voit à la télé, on se dit, bon, d'accord, ils savent parler, ils savent s'exprimer. On n'a pas de grands intellectuels ou on n'a pas de fins stratèges. Il y a un sociologue de gauche qui a fait un travail sur la France insoumise il y a quelques années, en montrant que c'était un parti-mouvement. Pourquoi c'est une notion assez pertinente, le parti-mouvement? Parce qu'on a le parti, la France insoumise, autoritaire,
aucune ligne divergente de celle du patron. Centralisme démocratique, Centralisme démocratique, marxiste. à la trotskiste aussi, justement. Donc pas d'élection, on est désigné au doigt. Il y a une seule ligne et Voilà. on la suit derrière. Et un chef qui décide. Voilà. Mais par contre, c'est un parti mouvement parce que tout autour, vous avez toute une flopée de satellites qui travaillent avec des liens plus ou moins tendus. Et vous avez notamment l'Institut de la Boétie, qui est un centre de formation. Et là, il faut le dire, parce que moi, c'est pas mon école en plus, assez exceptionnel. Vous avez des universitaires, vous avez vraiment des personnalités du monde intellectuel qui travaillent. Je pense par exemple à Yohann Chapoutot. Yohann Chapoutot, qui est un des pontes de la pensée et de l'analyse historique du Troisième Reich, et qui est justement sa coquine et qui participe aux travaux de la France Insoumise. Donc vous avez vraiment, derrière Mélenchon, avec l'Institut de la Boétie, une flopée ou une armada vraiment d'universitaires, de personnes hautement qualifiées qui travaillent pour Jean-Luc Mélenchon. Et vous savez, son programme... ça fait des années qu'il travaille sur un programme. Vous avez vraiment à chaque fois des spécialistes qui interviennent. Moi, c'est pas si vous voulez, ma pensée politique. Mon cœur ne chavire pas vers ces idées, mais par contre, il faut reconnaître qu'il y a un vrai travail. Et là, on revient sur l'ancienne tradition marxiste d'avoir vraiment des gens pour travailler sur ces sujets. L'Institut de la Boétie, beaucoup d'observateurs disent aujourd'hui ce qui manque cruellement à la classe politique française, c'était l'école des cadres. Et oui, et le PC avait une école des cadres qui était justement le socle du parti. Et là, cet Institut de la Boétie, ça serait un peu l'école des cadres de la France Insoumise. Et l'autre seul parti qui a essayé de faire un peu la même chose, c'est le Rassemblement National avec le Campus Omera, avec notamment Jérôme Sainte-Marie, qui a vraiment essayé d'avoir cette production intellectuelle, parce que c'est important. Mais la dialectique n'est pas la même. Alors que là, il y a un centralisme autour de la personne. Alors Marine Le Pen est une personnalité très forte, mais elle n'a pas le bagage intellectuel et culturel, et j'allais dire, et même politique, de Jean-Luc Mélenchon. Mais par contre, elle compense peut-être avec un lien plus fort directement avec le peuple. C'est le fameux marinisme municipal. C'est toute sa force. C'est ce qui fait qu'elle peut peut-être, elle ou son parti, c'est un autre populisme, l'emporter. Rodolphe Carte, quand on voit le staff autour de Jean-Luc Mélenchon, on les connaît. Bon, le député Coquerel, président de la Commission des Finances, semble se distinguer un peu par la pertinence de son propos. Mais quand on voit des Mathilde Panot, Bompard, on se dit que ils jouent à quoi? Ils sont des lieutenants aux ordres, ils sont l'avenir du parti, ils représentent une tendance, ils ont une analyse personnelle. Ah bah là, par exemple, dans la période des municipales, on va dire que c'est quand même assez troublant de les voir agir. On a vraiment des généraux, vent debout, on a toutes les déclarations que vous avez dû commenter, je pense, sur ces ondes de ces dernières semaines. Bien sûr. Et on a des personnalités... forte en couleur, haute en couleur de l'OGU, et on voit que c'est eux aujourd'hui qui prennent un peu le crachoir pour justement avancer, être le personnel. C'est des caricatures quelquefois. Il y a certaines saillies qui sont sorties qui sont quand même pas oui, parce que là aussi il y a une perte de culture par rapport aux anciens. Mais il accepte ça le sert, ça fait partie de sa stratégie. Oui, parce que là Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi un adepte de la promotion Lénine. Qu'est-ce que la promotion Lénine? Vous savez, lors de la mort de Lénine au sein du parti communiste russe, Staline va faire monter toute une flopée de jeunes justement pour, asseoir sa position et pour lutter contre les autres voix divergentes. Et Jean-Luc Mélenchon, si vous regardez sa carrière politique, à chaque fois qu'il y a eu des lignes qui s'opposaient à lui dans son parti, il a fait monter toute une flopée de jeunes qui sont souvent radicaux, beaucoup plus violents et qui vont évincer l'ancienne, ou en tout cas la ligne adverse au parti. Donc c'est vraiment une stratégie, une fois de plus, pensée. Et en plus, quand on fait monter des jeunes, quelque part, ils vous doivent tout. Parce que vous les avez, je dis pas sortis du ruisseau, mais par exemple, quand Delogu se fait remettre à sa ceinture, non, comment ça s'appelle son écharpe. Voilà, son écharpe, merci, de député, ils font en larmes. Parce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui lui met. Et il le dit dans des entretiens, moi j'étais conducteur... C'est une consécration. Et oui. Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui lui remet symboliquement. Et est-ce que là, c'est un des chapitres du livre, est-ce que là c'est la pratique, est-ce que là c'est le révolutionnaire? C'est là où il est révolutionnaire ou c'est sur d'autres points qu'il est... En fait, quand ce sous-titre de révolutionnaire, d'aucuns m'ont un peu taquiné dessus en me disant, mais voyons, c'est un apparatchik, ça a été le plus jeune... Ça n'empêche pas. Oui, ça n'empêche pas. Ça a été le plus jeune sénateur en 1986, il a été ministre... Robespierre est un terrible apparatchik. Oui, c'est un homme qui a vécu de la politique toute sa vie. Je dis oui, vous avez raison. C'est pas un Che Guevara, c'est pas un Patrick Pierce. En revanche... C'est pas un idéaliste. Et oui, mais par contre, les révolutions qui transforment les sociétés en profondeur, est-ce que parfois c'est pas justement des révolutions sourdes qui se font en sous-marin, sous les sonars? À peu près dans tous les cas. Dans tous les cas de l'histoire, c'est comme ça que ça s'est passé. Oui, et Jean-Luc Mélenchon s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait avoir un pouvoir immensément plus important
en travaillant les sociétés en profondeur. Et comme je vous l'ai dit, par exemple sur la dimension démographique, Jean-Luc Mélenchon connaît aussi bien l'évolution démographique de la France et de l'Europe que Éric Zemmour. Et il connaît les territoires. À la différence de beaucoup de leaders comme Éric Zemmour ou même alors Laurent Wauquiez peut-être un petit peu plus, ou même Raphaël Glucksmann qui sont plus jeunes. Il y a chez Jean-Luc Mélenchon cette connaissance de la France réelle, des territoires. Il ne les aime pas forcément. Qu'avait Pompidou, qu'avait Mitterrand, en ça il fait partie, et Giscard ou Chirac a fait partie de cette ancienne classe politique. Vous parlez de remplacistes, c'est à ça que vous faites allusion quand vous dites oui, de alors remplacistes. là c'est la dimension démographique. Alors là aussi, premier étonnement, quand j'ai lu son dernier livre Faites mieux de 2023, je pensais pas que la dimension démographique avait une telle importance dans son discours. Pour lui, justement aussi, quand on atteint certains seuils, ça va augurer et enclencher directement des changements sociaux, etc., des changements de société. Vous voulez dire que le concept de grand remplacement que l'on fait dire à Renaud Camus, qui est l'objet d'une controverse aujourd'hui terrible, avec des invectives, j'allais dire violentes, sur le fait qu'il y ait ou pas grand remplacement, c'est juste une évolution démographique, lui... Quelque part, il la souhaite, il la pense, il l'attend. Oui. Et d'ailleurs, si on en revient à notre débat d'avant sur l'écologie, et aussi, il glose sur le fait que dans les années à venir, il y aura des réfugiés climatiques qui vont monter notamment vers le nord parce que les terres du sud seront inhabitables. Et donc, il faudra composer justement avec ces nouvelles populations. C'est une probabilité, on est d'accord. C'est une probabilité. Et sa créolisation, elle s'appuie justement sur ce concept-là. Oui, et d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a toujours fait rire chez lui. Et quand il monte en Essonne, comme je vous l'ai dit juste avant, il se présente souvent comme un immigré de Franche-Comté. Et il dit, vous prenez une ville comme Paris, il y a des immigrés de Franche-Comté, il y a des immigrés corses, il y a des immigrés provençaux. Mais il y a aussi des immigrés maliens, marocains. Et là, on revient sur son logiciel universaliste républicain en disant que ce qui fonde la nation, c'est l'égalité de droit entre ces hommes qui viennent partout, mais qui font, on va dire, nation dans un but politique commun. Et donc là, on a aussi toutes ces attaques contre, j'ai envie de dire, la filiation, l'enracinement. Et ça, c'est peut-être son meilleur livre, il faut quand même l'avouer, le Hareng Bismarck en 2016, qui était un pamphlet anti-allemand. Parce que là, on peut lui reconnaître à Mélenchon quand même un certain courage. À l'époque, vous vous souvenez, toute la classe politique était le modèle allemand. Ah non, il a été très souvent le premier à mettre les pieds dans le plat, à dénoncer. Emmanuel Macron s'y est risqué de temps en temps pour faire marche arrière très vite après, que ce soit vis-à-vis de l'Allemagne ou vis-à-vis des États-Unis, et puis il est rentré dans le rang. Jean-Luc Mélenchon, là-dessus, n'a jamais transigé. Il y a un adversaire, il faut le désigner. Parce que par exemple, il désignait très bien aussi l'exploitation de tout, vous savez, l'arrière-pays allemand avec les pays qui sont vraiment producteurs, la Slovaquie, il connaît sa géographie, voilà, la Pologne. Et sa géopolitique. Et justement, encore une fois de plus, il prend le contre-pied de la classe politique générale pour vraiment incarner cette figure anti-système, parce que ce logiciel anti-système, il l'a beaucoup pris aussi du continent sud-américain et de Chavez, sauf que Chavez l'a coloré d'une chose en plus qu'on n'avait pas dans le monde occidental, c'est des divisions religieuses, c'est les divisions ethniques. Et ça aussi, il va le mettre dans son corpus, on va dire, politique à partir de ces années-là. Est-ce qu'il a un successeur aujourd'hui ? Est-ce que lui a désigné quelqu'un où il ne veut pas ? Et est-ce que imaginez que demain il lui arrive qu'il y ait une crise cardiaque ou un accident, est-ce que le remplacement, alors là c'est le petit remplacement qui est prévu, ou pour l'instant rien n'est planifié au sein de la France Insoumise ? Vous voyez que déjà on a certaines luttes, en tout cas au sein de la France Insoumise, notamment avec les origines qu'on est en train de voir émerger. Il y avait un meeting assez intéressant là-dessus, on voyait Rima Hassan qui disait justement maintenant ils vont devoir faire avec nous, avec à côté une Mathilde Panot un peu livide. Oui. Je crois qu'il comprenait justement que le grand remplacement au sein aussi de la France Insoumise est très en train de se passer quelque part. Peut-être une petite mention aussi sur sa succession. Ne pas oublier que le successeur de Jean-Luc Mélenchon, François Delapierre, est quelqu'un qui est mort prématurément. Oui. C'est quelqu'un qu'on connaît absolument pas. Il est considéré comme son fils spirituel, et c'est un gros chagrin qu'il a eu, je crois. Là-dessus, on peut renvoyer aussi nos auditeurs à une vidéo. On peut retrouver l'éloge funèbre qui donne à François Delapierre sur YouTube. Cancer du cerveau, je crois. Voilà. Et lié à la cigarette, je crois que c'est pour ça que Mélenchon était très sérieux sur le fait attention, les maladies, la malbouffe, tout ça peut... Et là-dessus, moi, vous voyez, je suis objectif. Cet éloge funèbre est vraiment intéressant parce qu'il est très poignant, mais aussi nous dit une chose, c'est que le seul drapeau pour lequel Mélenchon n'a cessé de combattre, c'est le drapeau rouge. Il mentionne toujours le drapeau rouge. Certains ont dit que c'était une sorte de serment sur la montagne, l'homélie funèbre. Vous restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio, je reçois Rodolphe Carte, on parle de façon, j'allais dire, exaltante de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso recevra vos questions qu'on transmettra à Rodolphe Carte. À tout de suite.
Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Perico Légas reçoit Rodolphe Carte qui a écrit Mélenchon, le bruit, la fureur, portrait au pluriel d'un révolutionnaire. Je vous ai dit plusieurs facettes. Très beau décryptage de cette personnalité, très respectueuse. Oui. Et on voit que c'est quand même une bête. C'est une bête politique, peut-être une des dernières de la trempe de ceux qui nous ont gouvernés jusqu'à aujourd'hui. Il y a un chapitre qui m'a beaucoup bouleversé, Rodolphe Carte, parce que j'ai de l'estime pour Jean-Luc Mélenchon. Je l'ai approché quelques fois. Je suis perturbé par son rejet. Je ne sais pas si on peut parler de détestation. On pourrait parler de la France profonde du pays réel. On rappelle qu'il était donc pied noir, Tanger. Il arrive en 62. Lui-même se dit d'origine maghrébine nord-africaine parce qu'il a cohabité avec ces gens-là. Et il considère qu'il est traité à son arrivée de façon absolument déplorable. Il va à Yvetot, en Normandie. Il parle que cette espèce de ces gens incultes, racistes, qui l'ont mal reçu. Mais bien sûr, je l'interpelle un jour. Je suis passionné de questions agricoles et je rappelle qu'il habite à côté de chez moi. Je le croise de temps en temps. Et je lui dis à l'époque, c'était une des premières crises agricoles il y a une dizaine d'années. Et je lui dis, il faut que vous preniez position. Les paysans sont vraiment en détresse. Et je me souviens qu'il me dit avec le cri du cœur qu'ils crèvent. Et oui. Je dis pourquoi? Il me dit non, j'ai rien contre la classe paysanne, mais il y a beaucoup de paysans qui sont des gens qui défendent pas la France, qui défendent pas la paysannerie, qui sont des gens qui ne pensent qu'à eux, qui sont sur un système périmé. Et j'ai senti qu'il y avait peut-être de sa part une détestation de cette France des territoires, de cette France des traditions, de cette France des provinces. Alors on va dire que c'est la France maurassienne pour lui. Pourtant c'est une France qui demande qu'à vivre. Aujourd'hui on voit bien la crise agricole. Finkielkraut parle de la continuité de cette France-là, qui est celle que nous partageons, que nous aimons. Je ne sais pas quelle couleur politique est là. On sent qu'il la déteste. C'est une constante chez lui, c'est vraiment quelque chose qui est enraciné en lui. Oui, c'est vraiment un traumatisme. Je ne vais pas mentionner ici les qualificatifs dont il a dit que les Normands l'avaient affublé, mais c'était des qualificatifs très durs. Voilà, c'est ça. Bico, mais Bougnoul, on peut retrouver d'ailleurs les émissions. À l'époque, il l'avait dit. Mais il a une colère. Il a une colère contre cette France-là. Pour lui, en tout cas, c'est un traumatisme. Et d'ailleurs, vous faites pas si bien dire sur cette sur cette origine maghrébine, parce que ses vœux. Il a d'ailleurs dit qu'il était un maghrébin européen. Oui, le concept politique est très fort, maghrébin européen. Et pareil, je suis revenu dans... Il a le sens de la formule. Par contre, il a le sens de la formule, ça on peut pas lui enlever. Et je reviens aussi dans ce livre sur une petite affaire qui avait été aussi assez éloquente sur le sujet. C'était une personne prénommée Ahmed qui avait eu maille à partir avec des Corses. Et justement, Jean-Luc Mélenchon avait pris sa défense en disant « Tu sais, nous, Ahmed, nous les Maghrébins, ils ne nous accepteront jamais ». Donc c'est comme d'habitude, est-ce que c'est par stratégie politique ou alors est-ce que c'est par un vrai sentiment? Il peut l'avoir ce sentiment, moi je lui dénie absolument pas. On sait à quel point ça a été un arrachement pour une partie justement de ces Européens, de ces Français d'être partis du Maghreb. Mais par contre oui, c'est quelque chose sur lequel il revient assez souvent. Pour lui c'est un traumatisme et on se souvient aussi d'une de ses déclarations sur une chaîne, c'était peut-être Radio Classique, où il avait dit « Moi je me sens quelque part pas bien quand je suis entouré que de petits garçons blonds aux yeux bleus ». Bon, alors est-ce qu'on peut être fort, est-ce qu'on peut être président de la République française lorsqu'on est mu par de tels sentiments? On connaît la phrase historique du maréchal Pétain, qui est d'ailleurs celle d'Emmanuel Berle. La terre, elle ne ment pas. On a l'impression, en lisant, en écoutant Mélenchon, que le terroir ment. Parce que le terroir est réactionnaire et il est raciste. On a l'impression qu'il a cette lecture-là de cette réalité française. Oui, pareil, aux législatives de 2012, vous en souvenez peut-être, Jean-Luc Mélenchon était allé sur les terres de Marine Le Pen pour s'opposer directement à elle. Oui. Résultat des courses, parce que justement c'était un peu le révélateur. Est-ce que ces clashs prolétarisées blanches ont basculé du côté de la droite, ou en tout cas du côté de la réaction? Et justement, il s'est pris une déculottée. Et à l'époque, pendant quelques années, il va prendre un slogan « fâché, pas facho », en disant que justement il y a une partie de cet électorat encore blanc auquel on peut parler. Mais par contre, en 2024, il a donné un entretien à La Repubblica, qui est un magazine italien. Il a dit, vous savez, à ces gens, on aura beau leur donner un SMIC à 2500 €, ils sont racistes. Donc là, c'était la rupture de banc définitive. Et pourtant, il y a eu des territoires, j'allais dire, dans la ruralité. Il y a eu des paysans de gauche, il y a eu des départements comme l'Allier, la Haute-Vienne, vous aviez des élus ruraux, des agriculteurs de gauche. Et la gauche reste encore, la Confédération paysanne, ça reste encore un syndicat qui est marqué à gauche. Donc là, on a une inquiétude sur le fait que la France est repensée par lui d'une façon
qui ne correspond pas peut-être à ce que les Français ont envie. Aujourd'hui, les Français veulent préserver et transmettre. Cette grande rupture, c'est là où il est révolutionnaire finalement. Il entend cette révolution. Et d'ailleurs, si on revient sur la tradition, on va dire, historique du socialisme, il y a toujours eu une très forte critique justement sur les couches paysannes en disant, comme vous l'aviez bien dit, que c'était des couches réactionnaires, conservatrices pour la petite propriété, donc petite bourgeoise. Donc ça date pas de Mélenchon, cette critique justement ou en tout cas du paysan du côté de la gauche. Donc rien n'est joué et vous estimez que tout est encore possible pour 2027? Moi c'est le postulat de départ de mon livre, c'est qu'il sera au second tour. D'ailleurs, par exemple, si vous prenez la disposition actuelle, on voit un bloc central complètement atomisé. On n'arrive pas à faire émerger justement une figure pour faire le contrepoids avec d'un côté la France Insoumise et de l'autre côté le Rassemblement National. Et puis ensuite, entre ce bloc central et Jean-Luc Mélenchon, vous voyez tout un lot de petits candidats. Roussel, Olivier Faure, Marine Tondelier, Ruffin, qui eux en appellent à l'union. Mais par contre, les deux bornes témoins de chaque côté, Jean-Luc Mélenchon et Glucksmann, ont dit qu'il n'y aura pas d'union. Donc voilà. En tout cas, lui, il est prêt. Alors, à propos de campagne et ruralité, nous apprenons qu'il n'y aura pas de bovins, il n'y aura pas de vaches au salon de l'agriculture de 2026. Je pense que c'est les syndicats qui ont décidé de protester de cette façon. Alors, le salon de l'agriculture sans vaches, on ne pourra pas prendre le taureau par les cornes. C'est une symbolique. De toute manière, le salon de l'agriculture, ça n'a jamais été le salon de l'agriculture. C'est le salon de l'industrie agroalimentaire et ça ne sera que rétablir une vérité. Merci, Rodolphe Card, d'avoir été avec nous aujourd'hui. M'est avis que je serai amené à vous rappeler pour continuer à décrypter cette actualité et surtout, voilà, l'action de la France Insoumise en France qui va peser sur notre vie électorale. Merci, à bientôt et je vous dis à demain. Merci à vous.